La force de l'informatique quantique, c'est de pouvoir faire des calculs sur des valeurs 0 et 1 en même temps. Là où un ordinateur classique ferait d'abord un calcul sur la valeur 0, puis un second calcul sur la valeur 1. Encore plus fort, si on fait un calcul avec un n qubits, ça correspond en fait à 2 puissance n calculs d'informatique classique. Et donc par exemple avec un 10 qubits, ça correspond à 1024 calculs d'informatique classique. C'est pas si simple que ça, évidemment. Tout d'abord, des ordinateurs quantiques avec beaucoup de qubits, ça n'existe pas encore. Par exemple, un ordinateur quantique avec 10 qubits, c'est quelque chose d'assez récent. Et ensuite, les algorithmes d'informatique classique, donc qui répondent à des problèmes, ne se transcrivent pas immédiatement en des algorithmes quantiques beaucoup plus performants. Et donc, dans cette première partie, et donc cette vidéo et les suivantes, on va voir des problèmes assez classiques qui sont résolus par des algorithmes quantiques plus performants que ce que pourrait faire un algorithme classique. Le but ultime étant, dans la partie suivante, d'arriver à l'algorithme de Shor qui permet la factorisation de grands entiers. On va commencer par un algorithme quantique très simple qui est une version basique de l'algorithme de Deutsch-Jossa qu'on étudiera en généralité dans une autre vidéo. Alors, quel est le problème? Le problème, on nous donne une fonction f qui prend ses valeurs d'entrée parmi 0 ou 1 et qui en sortie renvoie 0 ou 1. Donc, des telles fonctions, il n'y en a que 4 possibles. Soit la fonction qui renvoie toujours 0, soit la fonction qui renvoie toujours 1, et donc ces deux fonctions, on va les mettre dans la catégorie fonction constante, puisque la valeur de sortie est toujours constante. On en a deux autres, la fonction qui envoie 0 sur 0, 1 sur 1, et la fonction qui envoie 0 sur 1 et 1 sur 0. Et on va appeler cette catégorie, regroupant ces deux fonctions, des fonctions équilibrées, parce que vous voyez qu'il y a autant de 0 que de 1 en sortie. Maintenant, quel est le problème ? Le problème, c'est on nous donne une fonction f et on doit déterminer dans quelle catégorie elle est. Est-ce qu'elle est dans la catégorie constante ou est-ce qu'elle est dans la catégorie équilibrée? On ne nous demande pas de dire si c'est f0, f1, f2, f3, on nous demande juste de dire soit c'est une fonction constante, soit c'est une fonction équilibrée. Donc vous comprenez bien ici que l'algorithme qu'on va trouver n'a pas un grand intérêt pratique, il a un intérêt surtout théorique. Donc je répète le problème, on nous donne une fonction mais on ne nous dit pas laquelle. Il faut déterminer si elle est dans la catégorie constante ou équilibrée. Qu'est-ce que c'est que la solution classique donc sur un ordinateur classique? Eh bien, on n'a pas d'autre choix que de calculer tout d'abord f de 0, donc la valeur prise par 0, et ensuite f de 1, la valeur prise en 1. Et on compare ces valeurs. Si f de 0 est égal à f de 1, ben alors la fonction elle est constante. Et sinon, la fonction, elle est équilibrée. Et donc, quelle est la complexité de cet algorithme classique? La complexité, on va dire que c'est le nombre ici d'évaluations qu'on fait de la fonction f. On a calculé f de 0 et f de 1. La complexité est 2. Et donc maintenant, on va essayer de trouver un algorithme quantique plus performant. Voici l'algorithme quantique qui répond au problème. Je répète que c'est une version simplifiée de l'algorithme de Deutsch-Jossa qu'on étudiera plus tard. L'algorithme quantique est ici donné par l'application d'un circuit quantique. Alors regardons tout de suite la sortie. Vous voyez que là, on termine le circuit par une mesure de la première ligne quantique. Et donc, si la mesure donne 0, alors la fonction est constante. Et si la mesure donne 1, alors la fonction est équilibrée. Alors, voyons un petit peu comment est construit ce circuit. Vous voyez tout d'abord que l'entrée ne dépend pas de la fonction. L'entrée du circuit, c'est quête 0 pour la première ligne, quête 1 sur la seconde. Ensuite, on a une porte de Hadamard sur chacune des lignes. On reviendra ici sur le petit circuit qui est là. Et on termine par une porte d'Hadamard sur la première ligne, suivie de la mesure. Et c'est la mesure selon la valeur 0 ou 1 qui répond au problème. Alors, où est l'entrée donnée par le problème? Où est l'entrée de la fonction f? Eh bien, la fonction f, en fait, ça correspond au circuit qui est ici, qu'on appelle l'oracle associé à f.
Donc la fonction f est donnée par celui qui pose le problème. Et donc celui qui pose le problème, il donne en fait un petit circuit, donc qui est l'oracle associé à f, qui va en fait faire un calcul avec une évaluation de f. Donc vous voyez que faire une porte ici qui correspond à un oracle, ça correspond à une évaluation de f. Et donc pour répondre à la question, on a appliqué une seule fois l'oracle, donc on a fait en fait une seule évaluation de f. Et donc la complexité quantique de cet algorithme, c'est 1. D'accord? Donc qui est meilleure que la complexité classique qui était 2. Alors vous allez me dire, passer de 2 à 1, c'est pas très intéressant. Mais faut bien comprendre que dans le cas général, la complexité classique pour le problème général est du type 2 puissance n, alors que la complexité quantique reste 1. Et donc en fait, il faut penser que c'est une amélioration ici exponentielle du problème. Le point clé de ce circuit quantique et de tous les circuits et de tous les algorithmes quantiques qu'on va rencontrer à présent, ça va être la notion d'oracle. Donc qu'est-ce que c'est qu'un oracle? C'est un circuit quantique qui est fourni par celui qui pose le problème et c'est sa façon de fournir la fonction f qui est donc en entrée de notre problème. Donc on va l'utiliser dans nos circuits comme une boîte noire. Donc ce circuit dépend de la fonction f et on va le noter comme ceci, où x et y, ici c'est deux bits classiques, 0 ou 1. Et donc vous voyez ici on a un circuit composé pour notre problème de deux lignes quantiques. En sortie, la première ligne en fait, la valeur x est inchangée, donc en entrée x, en sortie x de la première ligne. C'est évidemment différent pour la seconde ligne. On a en entrée y et en sortie, on a y plus f de x. Donc je vous rappelle que y c'est un bit classique 0 ou 1, f de x c'est un bit classique 0 ou 1. Et donc là, c'est l'addition binaire avec 0 plus 0 égale 0, 0 plus 1 égale 1, etc. Et surtout 1 plus 1 égale 0, hein, comme pour le ou exclusif. Donc ça, c'est l'addition binaire de deux bits. Alors voilà, ça c'est la notation qu'on va utiliser pour l'oracle. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de circuit quantique et de qubits? Eh bien, x et y sont toujours ici des valeurs 0 ou 1, ce ne sont pas des 1 qubits quelconques, c'est soit quête 0, soit quête 1, soit quête 0, soit quête 1. Si on a quête 0 en entrée, par exemple ici, ben en sortie, on a quête 0. Si on a quête 1 en entrée, pour la première ligne, on a quête 1 en sortie. Et ici, on peut avoir quête 0 ou quête 1 en entrée, et en sortie, ben on a quête 0 ou quête 1 en fonction de donc y, bien sûr, mais aussi de f de x. Non pas de x, mais de la valeur prise en x par f. Donc, une fois qu'on a défini ici notre oracle pour toutes les valeurs possibles de quête 0 et quête 1, on a en fait défini l'oracle sur les deux qubits de base, sur tous les deux qubits de base possibles. Et donc, on étend la définition à n'importe quel deux qubits par linéarité. Je répète, la notion d'oracle, c'est vraiment quelque chose de fondamental, donc passez beaucoup de temps à comprendre et à faire des exemples comme je vais vous faire maintenant. Donc on va faire l'exemple de la fonction f qui envoie 0 sur 1 et 1 sur 0. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'oracle? Alors, si l'entrée, c'est quête 0 et quête 0. Alors, on a dit, de toute façon, la première ligne, c'est quête 0, la sortie, c'est quête 0. La seconde ligne, l'entrée, c'est quête 0. La sortie, on a dit la sortie, il faut calculer y plus f de x. Donc, ici, y, c'est 0. Et f de x, donc x, c'est 0. Donc, il faut calculer f de 0. On a dit f de 0, ici, sur cet exemple, c'est 1. Donc ici, la sortie, c'est quête de 0 plus f de 0, c'est-à-dire 0 plus 1, c'est-à-dire c'est quête 1. Donc ici, la sortie, c'est quête 1. Alors, deuxième exemple, si l'entrée, c'est quête 0 et quête 1, donc première ligne, quête 0 s'envoie sur quête 0. Seconde ligne, on a quête 1. Et ici, il faut calculer y plus f de x. C'est-à-dire ici, x c'est 0, y c'est 1, il faut calculer 1 plus f de 0. Et je vous rappelle que f de 0 c'est toujours 1. Donc ici, en sortie, on a 1 plus 1, c'est l'addition binaire. 1 plus 1, ça fait 0. Et donc en sortie, on a 4, 0.
Et donc, il vous reste deux cas à faire, quand l'entrée est 1 et 0 et quand l'entrée est 1 et 1, et je vous laisse faire les calculs. Alors maintenant, je vous rappelle que nous, on va utiliser l'oracle comme une boîte noire, c'est-à-dire quelque chose qui est fourni par celui qui pose le problème. Au lieu de fournir la fonction f, il fournit en fait l'oracle associé à f, et donc il doit la fournir sous la forme d'un circuit quantique dont on ne voudra pas savoir les détails. Mais il doit quand même le construire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'oracle associé à cette fonction? On a vu que c'était cet oracle-là. Et maintenant, il faut le réaliser par un circuit quantique. Alors, je vous laisse vérifier que l'oracle associé à la fonction qui est ici, c'est le circuit quantique qui est représenté ici, composé d'une porte C0, suivie d'une porte X sur la seconde ligne. Et maintenant, à vous de vérifier que ça réalise exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire que si l'entrée ici, c'est 4, 0 et 4, 0, on a dit qu'on veut en sortie 4, 0 et 4, 1. Si l'entrée, c'est 4, 0 et 4, 1, on veut en sortie 4, 0 et 4, 0, etc. avec les deux autres cas que vous avez dû calculer. Et donc maintenant, je répète, je vous encourage à faire l'exemple qu'on a fait pour cette fonction avec les trois autres fonctions qu'on avait vues. D'accord? À faire non seulement les calculs de qu'est-ce que c'est que l'oracle, mais aussi à trouver un circuit quantique qui réalise cet oracle. C'est parti pour la preuve que l'algorithme est correct, c'est-à-dire qu'en sortie, on obtient 0 lorsque la fonction est constante et on obtient 1 lorsque la fonction est équilibrée. Donc, ça va demander un petit peu de calcul, mais ça va permettre de bien comprendre comment fonctionne l'oracle. Donc, en entrée, on a ket 0 sur la première ligne, ket 1 sur la seconde. Donc, le 2 qubits en entrée, c'est ket 0 tenseur ket 1. Autrement dit, c'est ket 0.1. Ensuite, on passe une porte d'Adamard sur chacune des lignes. Donc, quand on a une porte d'Adamard sur chaque ligne, on appelle ça une transformation d'Adamard. Et qu'est-ce qu'on a comme 2 qubits après la transformation d'Adamard, c'est-à-dire juste avant l'oracle? On a donc h de ket 0 tenseur h de ket 1. Et là, on va faire un premier abus dans nos écritures. On va oublier les coefficients racine de 2. Donc h de ket 0, c'est ket 0 plus ket 1, normalement divisé par racine de 2, mais je l'oublie ici pour simplifier l'écriture. Et h de ket 1, c'est ket 0 moins ket 1 divisé par racine de 2, et je n'ai pas écrit non plus le coefficient racine de 2. Donc voilà ici le 2 qubits après la transformation d'Adamard. On développe cette expression et on fait un deuxième abus d'écriture. Je vais écrire ici ket 0 fois ket 0, tout simplement sous la forme 0.0. Donc j'oublie le crochet et la barre verticale. Et puis je continue mon développement, ket 0 fois ket 1 avec un signe moins 0.1, et etc. plus 1.0 moins 1.1. Donc ça, c'est le 2 qubits obtenu juste avant application de l'oracle. Alors maintenant, on applique l'oracle, qui est le point clé, je vous répète, de cet algorithme. Donc l'oracle, on va l'appliquer par linéarité sur chacun des 4 qubits qu'on a ici en entrée. Je vous rappelle que l'oracle sur la première ligne, il ne fait rien. Donc il va envoyer ici 0 sur 0, 0 sur 0, 1 sur 1, 1 sur 1. D'accord? Donc on obtient ici 0 en première entrée. Et maintenant, pour le deuxième qubit, c'est y plus f de x. D'accord? Donc ici, y c'est 0 et x c'est 0. Donc c'est 0 plus f de 0. Ici, ce sera 1 plus f de 0 parce que x c'est 0, y c'est 1, etc., etc. Toujours y plus f de x. Maintenant, on va réécrire les deux premiers termes sous la forme d'un seul terme par une petite astuce algébrique. Alors tout d'abord, je vous rappelle que moins 1 puissance n, ça veut dire plus 1 ou moins 1. C'est une autre façon d'écrire plus quelque chose ou moins quelque chose. Si n est pair, moins 1 puissance n, c'est plus 1. Si n est impair, moins 1 puissance n, c'est moins 1. Alors maintenant, je vous affirme que les deux premiers termes qui sont ici correspondent à cette écriture-là. Alors pourquoi? Eh bien, il y a deux cas pour f de 0. Soit f de 0, c'est 0. D'accord? Et à ce moment-là, 0 plus quelque chose, ça reste 0. Et 1 plus 0 plus f de 0, ça reste 0. Et 1 plus f de 0, comme f de 0 c'est 0, ça reste 1.
Et donc, si f de 0 est égal à 0, on a ici 0.0 moins 0.1. Et donc, dans le cas où f de 0 est égal à 0, c'est-à-dire c'est pair, ici ça correspond à plus 1, et donc on a exactement 0.0 moins 0.1. Maintenant, il y a le second cas où f de 0 est égal à 1. Mais qu'est-ce que c'est que ajouter 1? C'est en fait la négation. Donc 0 plus 1, ben, ça fait 1. Et 1 plus 1, ça fait 0. Donc dans tous les cas, on prend la négation. Mais à ce moment-là, si on prend la négation, on a ici 0.1 moins 0.0. Et ça, c'est exactement l'opposé de cette expression-là. C'est pour ça qu'on doit mettre un signe moins. Et donc, si f de 0 est égal à 1, on met un signe moins devant pour obtenir moins 0.0 moins 0.1. Et donc, ça regroupe ici, cette écriture algébrique, nos deux cas possibles, soit f de 0 est égal à 0, soit f de 0 est égal à 1. Et même chose pour les deux derniers termes, et cette fois-ci, c'est en fonction de f de 1. Et donc, c'est moins 1 puissance f de 1, ça c'est soit plus 1, soit moins 1, donc c'est juste une façon d'écrire plus ou moins, 1.0 moins 1.1. On continue et on termine la preuve que l'algorithme est correct. Ça demande encore un petit peu de calcul. Pour l'instant, on est en sortie de l'oracle et on a obtenu ce 2 qubits ket psi 2. Et maintenant, la suite du circuit, c'est d'appliquer une porte H de Hadamard sur la première ligne quantique. Donc, je vous rappelle que H, ça va envoyer 0 sur 0 plus 1. Donc ici, 0 sur 0 plus 1 aussi. Et 1 sur 0 moins 1. 1 sur 0 moins 1. Et vous voyez maintenant qu'on a une expression qui se complique encore un petit peu davantage. Et on va développer cette expression. Mais on va regrouper les termes avec les coefficients devant ket 0, 0. Donc vous voyez ici, quand je développe, je vais avoir ket 0, 0 avec un coefficient moins 1 puissance f de 0 que j'ai mis ici. Mais on retrouve aussi ket de 0, 0 ici avec un coefficient moins 1 puissance f de 1. Et donc, une fois que j'ai regroupé mes termes, devant ket 0, 0, j'ai moins 1 puissance f de 0 plus moins 1 puissance f de 1. Et je fais la même chose avec ket 0, 1, ket 1, 0, ket 1, 1. Et on a cette expression-là. Maintenant, vérifions que l'algorithme est correct. Donc, on se place tout d'abord dans le cas où la fonction est constante. Alors, dans le cas où la fonction est constante, ça veut dire que f de 0 est égal à f de 1. Eh bien, cette expression moins 1 puissance f0 plus moins 1 puissance f de 1, soit ça vaut plus 2, soit ça vaut moins 2. D'accord? Faites le calcul. Selon le cas, f de 0 est égal à f de 1 est égal à 0, ou alors le tout est égal à 1. Et par contre, quand la fonction est constante, quand on fait moins 1 puissance f de 0 moins 1 puissance f de 1, ça fait toujours 0. Que ce soit la fonction constante égale à 0 ou que ce soit la fonction constante est égale à 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ce coefficient-là est nul? Ça veut dire ici que le coefficient devant ket 1, 0, il est nul et le coefficient devant ket 1, 1 aussi. Et donc, notre 2 qubits, on peut supprimer ici les deux dernières lignes. Et donc, lorsque la fonction est constante, le qubit en sortie, juste avant la mesure, c'est ket 0, 0 moins ket 0, 1. Et là, j'ai remis le coefficient correct, 1 sur racine de 2, qu'on avait oublié depuis le départ. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, notre qubit de sortie ket 0, 0 moins ket 0, 1? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on mesure uniquement la première ligne? Eh bien, la première ligne, c'est toujours 0. Donc, une mesure sur la première ligne, ça va toujours donner 0. Donc, si la fonction est constante, une mesure de la première ligne donne toujours 0. Il faut faire les calculs maintenant si la fonction est équilibrée. Là, je vous laisse vérifier que si la fonction est équilibrée, c'est ce coefficient-là qui vaut toujours 0. D'accord? Et ce coefficient-là, il vaut toujours plus ou moins 2. Ça veut dire que le coefficient ici, lorsque la fonction est équilibrée, il est nul. Ce coefficient-là, il est nul aussi. Et donc, il reste juste les deux derniers termes. Donc, si la fonction est équilibrée, le qubit en sortie, c'est ket psi 3, c'est ket 1, 0 moins ket 1, 1. Et dans tous les cas, lorsqu'on mesure la première ligne quantique, vous voyez qu'on obtient toujours 1. Et donc, une mesure de la première ligne donne toujours 1. Donc, si la fonction est constante,
notre mesure va donner 0. Si la fonction est équilibrée, notre mesure va donner 1. Et donc notre algorithme est correct.